C'est une pierre de plus pour la forteresse Europe. Jeudi, à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, la garde frontalière européenne a débuté officiellement ses activités. Elle sera désormais déployable à tout moment sur l'ensemble du périmètre de l'UE. Elle devra répondre à plusieurs objectifs: contrôler les frontières extérieures de manière plus efficace que la défunte agence Frontex. Elle devra aussi contribuer à sauver l'espace Schengen et à restaurer la cohésion entre les États membres. Mais n'est-ce pas trop attendre de cette nouvelle entité? Si le corps des gardes frontières européens n'était qu'un emplâtre sur une jambe de bois face à l'ampleur du phénomène migratoire? On va se poser cette question avec un observateur avisé de la question migratoire, Étienne Piguet, avec nous. Bonjour. Bonjour. Professeur de géographie humaine à l'université de Neuchâtel, vice-président de la Commission fédérale des migrations. Très concrètement, Étienne Piguet, jusque-là, on avait une agence européenne, Frontex, qui devait réclamer des renforts à chaque capitale lorsqu'il y avait une situation d'urgence. Là, on aura une garde frontalière permanente. Qu'est-ce que ça va changer sur le terrain à vos yeux? Il y a des moyens supplémentaires incontestables. Ils sont effectivement pas énormes, mais je crois que la portée est surtout symbolique. On a désormais une garde frontière qui véritablement parle à l'échelle de l'ensemble de l'Union. Et de ce point de vue-là, elle peut intervenir dans les pays, elle peut envoyer des forces à un endroit ou l'autre de l'Europe. C'est peut-être la seule avancée depuis plusieurs années en matière de politique migratoire pour l'Europe, et c'est essentiellement cette portée symbolique qu'il faut prendre en compte. Oui, d'autant que c'est la première fois, on le rappelle, qu'une entité placée sous commandement européen reçoit un mandat de police. Ça compte, ne serait-ce que sur l'aspect symbolique. Oui, et puis ça a été très vite. En une année, le projet a été mis sous toit. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ça contraste fortement avec les difficultés considérables que l'Europe a rencontrées dans les autres domaines de sa politique migratoire, avec des taux de reconnaissance de réfugiés qui varient beaucoup d'un pays à l'autre, avec aussi la difficulté de réinstaller les réfugiés dans certains pays qui rechignent. Ce sont des grands échecs pour l'instant. Là, on a quelque chose qui a avancé. À travers cette nouvelle entité, est-ce que l'Union européenne a aussi voulu montrer qu'elle tenait à cette Europe de Schengen qui a été évidemment un peu malmenée au cours des derniers mois? Oui, c'est une démonstration de reprise en main, volonté de contrôler les entrées. Et là, il faut peut-être nuancer un petit peu par rapport à l'idée d'une pierre de plus dans la forteresse Europe. Finalement, ce que prévoit désormais la directive sur la réception des personnes à la frontière, c'est qu'une personne peut demander l'asile à la frontière de l'Europe. Si elle demande l'asile, elle a droit à une procédure. De ce point de vue-là, finalement, le frein à l'entrée en Europe, c'est pas tellement Frontex qui l'exerce, c'est beaucoup plus la distance entre la frontière européenne et les pays d'origine. C'est là que malheureusement les gens meurent, c'est là que se fait le tri des personnes qui arrivent jusqu'en Europe. C'est le grand paradoxe de la situation actuelle, c'est que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, l'agence de frontières européenne, finalement, elle enregistre beaucoup de personnes, elle enregistre des demandes d'asile qui ensuite ont des bonnes chances de succès. Mais si les États ont envie de se barricader, évidemment, ils resteront souverains et rien, pas même cette agence, ne pourra fondamentalement changer cette réalité-là. Alors certains États, comme la Hongrie, comme quelques autres, ont montré qu'ils voulaient effectivement se barricader encore plus. Mais c'est vrai que la tendance à l'échelle de l'Union européenne, c'est d'avoir une possibilité de demander l'asile à la frontière. Le gros problème, encore une fois, c'est que la frontière est inaccessible. Donc ce que vous dites quand même, c'est que cette nouvelle garde frontalière, c'est moins une pierre de plus dans la forteresse Europe qu'une solution supplémentaire, certes modeste, mais une solution pour mettre fin au chaos de ces 12 derniers mois. Si on veut être optimiste, on peut le voir comme ça. C'est une manière d'enregistrer les demandes, de les traiter plus rapidement, d'éviter qu'on ait des personnes qui rentrent en Europe sans qu'on puisse contrôler de qui il s'agit, ce qui désécurise beaucoup la population, ce qui diminue la capacité d'accueil. Je pense qu'on peut aller dans la direction d'entrées qui soient bien ordonnées et qui puissent déboucher sur une meilleure protection. Mais actuellement, on est encore très 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 loin de cette solution. Puis il y a un autre problème aussi, c'est que le dispositif dont on parle, il a été principalement conçu pour répondre à des situations d'urgence en Grèce, par exemple, ou dans les Balkans. En même temps, on voit que les chemins de la migration se redessinent sans cesse, ils se modifient en permanence. Aujourd'hui, on voit que les migrants passent plus volontiers par la Libye, voire même par l'Égypte. Est-ce qu'on est un peu condamné à avoir toujours un train de retard? Alors, il y a un malentendu là autour, dans le sens que ce ne sont absolument pas les mêmes migrants qui désormais passent par la Méditerranée et par la Sicile que ceux qui passaient l'année passée vers la Grèce. C'était des migrants syriens, afghans, iraniens, irakiens. Ce sont aujourd'hui des migrants nigérians, érythréens, d'Afrique subsaharienne. Donc ce ne sont pas les mêmes populations. Il n'y a pas eu véritablement de transfert. Ce qu'il y a eu, effectivement, c'est un blocage de la route des Balkans qui fonctionne grâce à un accord quand même assez problématique avec la Turquie. Ça, c'est une chose. Et puis, simultanément, c'est ouvert un nouveau canal d'arrivée lié à une crise qui est une autre crise
et qu'on essaye aujourd'hui de résoudre en faisant des accords avec les pays de transit ou les pays d'origine en Afrique, comme Mme Merkel a essayé de le faire ces jours-ci par son voyage en Afrique. Alors, il y a une pierre d'achoppement majeure dans ce dossier, c'est le problème de la relocalisation des migrants. On voit que ça fonctionne très péniblement, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même une avancée sur ce dossier, on l'évoquait tout à l'heure dans notre journal de 7h30, on l'a appris hier, les autorités britanniques qui ont accepté d'accueillir les mineurs du camp de Calais, ceux du moins qui ont de la famille en Grande-Bretagne. Ça, c'est quand même encourageant, c'est le signe qu'il y a quand même des partenariats qui peuvent fonctionner. C'est un tout petit progrès par rapport à une situation qui était effectivement scandaleuse avec ces mineurs bloqués à Calais. En même temps, je crois que l'idée de réinstaller des personnes qui sont arrivées en Grèce ou en Italie à travers l'Union européenne sur la base de quotas, qui était le projet de 160 000 personnes énoncé l'année passée, ça, on peut dire que c'est un échec. Il y en a 5 000 environ qui ont pu en bénéficier. Par contre, là où on peut voir une ouverture, c'est dans ce qu'on appelle désormais une solidarité flexible, qui est proposée par les pays de l'Est, qui ne sont pas très ouverts aux migrants, mais qui ouvre quand même la possibilité d'une répartition qui ne soit pas une clé fixe, mais qui soit liée soit à la prise de personnes physiquement sur le territoire, soit à une contribution sous une autre forme. Là, l'Europe peut avancer. Certains pays vont contribuer en mettant à disposition des forces de garde-frontières, d'autres vont prendre des migrants, d'autres vont mettre de l'argent, et peut-être que là, on peut avancer. Mais encore une fois, c'est un long chemin, mais il y a des petites avancées qui existent.